À 10h30 du matin, devant les portes de la mairie du 16e arrondissement de Paris, je me tenais dans l'ombre d'un tilleul majestueux. Je serrais dans ma main mon certificat de divorce, mais dans mon âme, il n'y avait pas la moindre larme. David est sorti juste après moi. Il a réajusté sa chemise de marque et a remonté ses lunettes sur l'arête de son nez. Son visage affichait un calme glacial, presque cruel. « Eh bien, voilà, c'est fait », a-t-il lancé brièvement, sans même me regarder dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, chacun suit son propre chemin. Pour la maison, on fait comme convenu. Je te souhaite de trouver quelqu'un d'autre rapidement. Ah, et j'espère qu'elle pourra supporter ton caractère. J'ai eu un petit rire narquois, puis j'ai rangé le document dans mon sac. Je t'en souhaite tout autant. Prends soin de ta santé, et ne t'imagine pas que, sous prétexte que tu es un patron, tu peux boire sans t'arrêter. Il n'y aura plus personne pour ramasser les pots cassés après tes soirées arrosées. David a poussé un grognement froid. Il s'est retourné, puis s'est dirigé vers le parking. En regardant ce dos, qui avait autrefois été mon pilier durant toute ma jeunesse, s'éloigner de moi, j'ai soudain ressenti un grand vide dans ma poitrine. Tout était vraiment fini. 9 ans de relation, dont 5 années de vie commune, dans une spacieuse maison de 3 étages située dans un quartier chic de Paris. Et tout cela, au final, s'était transformé en un misérable bout de papier sans âme, me laissant un froid qui me glaçait jusqu'aux os. Digne. Le son d'une notification sur mon téléphone a interrompu mes pensées. C'était un message de ma mère. « Catherine, as-tu terminé avec les papiers ? Si oui, va immédiatement à la banque pour bloquer ta carte. Ne laisse pas cette Sylvie la garder une seconde de plus. Récupère ce qui t'appartient, ma fille. » Les mots de ma mère ont eu l'effet d'une douche froide, me ramenant brutalement à la réalité. C'est vrai, la carte bancaire. Des souvenirs vieux de 5 ans ont défilé dans ma tête, comme un film au ralenti. Juste après notre mariage, alors que j'étais une jeune femme ambitieuse de 25 ans, je venais tout juste d'être promue chef de service, avec un salaire de 5 000 € par mois. Ma belle-mère, Sylvie, m'avait alors appelée dans sa chambre. Elle m'avait servi un verre de jus d'orange, puis avait commencé à me parler d'un ton mielleux. « Ma petite Cathy, vous êtes de jeunes mariés. L'argent rentre bien maintenant, et c'est une grande tentation de commencer à dépenser sans réfléchir. David rencontre souvent des gens pour son travail, tu comprends bien. J'ai l'habitude de gérer son argent, et ton salaire est très élevé. Faisons comme ça, tu me donnes ta carte, et je la garderai. Ce n'est pas pour moi, ma chérie. J'ai élevé David, je l'ai mis sur pied. Je ne veux pas l'argent des autres. Je vais simplement tout mettre de côté. Nous vous ferons des économies pour un appartement plus grand, et puis les enfants viendront. Il faudra bien s'occuper de mes petits-enfants. À l'époque, désireuse de faire bonne impression sur la famille de mon mari, et croyant naïvement à cette vision idyllique d'une grande maison pleine d'enfants, je lui avais docilement remis ma carte salaire. Chaque mois, je ne gardais qu'une petite somme sur mes primes, juste de quoi couvrir mes menus frais et l'essence. Mais la vie s'est avérée bien différente de mes rêves. 2 ans ont passé, puis 3, et mon ventre restait désespérément plat. Par la suite, les relations entre la belle-mère et la belle-fille se sont rapidement dégradées. Sylvie a commencé à lancer des phrases empoisonnées. Une fleur stérile. D'une mauvaise graine, n'attend pas une bonne récolte. Chaque dîner se transformait en un véritable champ de bataille. Elle critiquait tout, de ma façon de m'habiller à mes horaires de travail. Quant à David, le mari que j'aimais de tout mon cœur, il a choisi le silence. Il prétextait être débordé par son travail, et rentrait tard à la maison. Il sentait souvent l'alcool, et, parfois, il y avait même des traces de parfums étrangers sur le col de sa chemise. Je suis déjà assez stressée comme ça. Peux-tu au moins éviter de faire des scandales avec ma mère à la maison ? Si tu ne peux pas avoir d'enfant, aie au moins la décence de te taire. Ces mots de David ont brisé les tout derniers vestiges de mes espoirs concernant ce mariage. J'ai pris une grande inspiration, en m'appuyant contre la grille de la mairie. J'ai déverrouillé mon téléphone, puis je me suis connectée à mon application bancaire. Comme le compte était à mon nom,
avoir l'application sur mon téléphone personnel était une évidence. C'est juste que, jusqu'à présent, j'avais été beaucoup trop crédule, et je n'avais jamais vérifié le solde, laissant toutes les notifications par SMS arriver sur le numéro de ma belle-mère. Face ID a fonctionné instantanément. L'icône de chargement a tournoyé sur l'écran. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Pendant 5 ans, j'avais déposé 5 000 € par mois. Selon des calculs approximatifs, la somme que j'avais confiée sur cette carte devait s'élever à au moins 300 000 €. Une ligne affichant le solde actuel est apparue à l'écran. J'ai cligné des yeux, puis j'ai regardé à nouveau. Mes pupilles se sont contractées. Solde disponible, 250 000 €. Attendez, 250 000 ? J'ai précipitamment fait défiler l'écran, pour vérifier toutes les informations. Oui, c'était bien mon compte, et le montant était exact. Mais où étaient passés les 50 000 € manquants ? Ils ne pouvaient pas s'être évaporés comme ça. Ma belle-mère était pourtant réputée pour être très calculatrice, cherchant à économiser sur le moindre détail. Elle n'aurait jamais dépensé une somme aussi énorme sans un but précis. Ma curiosité, mêlée à une pointe de ressentiment, a rapidement laissé place à un mauvais pressentiment. J'ai cliqué sur la section de l'historique des opérations, en remontant les mois précédents. Une série de petites transactions et de retraits d'espèces est apparue, sans raison claire, accompagnée de virements particulièrement suspects ces derniers temps. La main avec laquelle je tenais mon téléphone s'est serrée si fort que mes jointures en sont devenues blanches. Sylvie. Ah, chère Sylvie, ai-je marmonné dans ma barbe. Ce n'est pas parce que je vous ai toléré pendant 5 ans que je suis stupide. Vous m'avez volé 50 000 €, et je vais vous obliger à me rendre chaque centime. Immédiatement. J'ai appuyé sur le bouton de blocage de la carte dans l'application. Une petite icône de chargement est apparue, suivie d'un message vert, « Votre carte a été bloquée avec succès ». Les festivités ne faisaient que commencer. Dès que la carte a été bloquée, j'ai immédiatement appelé Sylvie. Le téléphone a sonné 5 fois, avant que quelqu'un ne décroche paresseusement à l'autre bout du fil. Il y avait du bruit, comme des cliquetis. Allô, qu'est-ce qu'il y a ? Le ton de Sylvie était, comme à son habitude, autoritaire et arrogant. J'ai pris une grande inspiration, en m'efforçant de garder une voix posée, pour ne pas trahir la colère qui bouillonnait en moi. Maman, je viens de vérifier la carte bancaire. Où sont passés les 50 000 € de mon argent ? Pourquoi les avez-vous retirés ? Un silence de plomb s'est installé à l'autre bout du fil. Puis, elle a fait claquer sa langue, et a demandé d'un ton professoral. Eh bien, ça alors ? Est-ce qu'il manque de dépenses dans une maison ? Un jour, il a fallu réparer le toit. L'année dernière, nous avons acheté de nouveaux meubles en acajou. Et puis, il y a mes médicaments et mes vitamines. Tu es la belle-fille, tu as apporté ta contribution à cette maison, et maintenant tu oses interroger ta belle-mère comme si j'étais une criminelle ? Ma contribution ? J'ai laissé échapper un rire amer, qui est resté coincé dans ma gorge. Pendant 5 ans, toutes les dépenses de la maison, des factures d'énergie aux courses alimentaires, en passant par les funérailles et les fêtes. C'est moi qui les ai payées avec mon propre argent. Vous aviez pourtant dit que vous garderiez la carte, uniquement pour économiser pour une nouvelle maison. Ça suffit, arrête ton drame, a aboyé Sylvie, sa voix devenant soudain perçante. L'argent que tu as gagné, c'est aussi grâce à notre maison. Retourne travailler, je suis occupée. Je suis en train de choisir une voiture pour Clément. Le mois prochain, c'est ses fiançailles. Il lui faut une voiture convenable, pour faire bonne impression sur la famille de la mariée. Allez, salut. Elle a raccroché. Mon sang n'a fait qu'un tour, bouillonnant dans mes veines. Clément, un incapable de 25 ans, qui n'arrivait à garder aucun emploi décent, passait ses journées à jouer à des jeux vidéo et à faire défiler les réseaux sociaux, en se pavanant avec de faux vêtements de marque. Et maintenant, il allait recevoir une voiture hors de prix de sa chère maman, sans qu'elle n'hésite une seule seconde. J'ai couru vers la route, et j'ai hélé un taxi qui stationnait près de la mairie. Bonjour. Déposez-moi avenue de la Grande Armée, près des concessionnaires automobiles, s'il vous plaît.
Le plus vite possible. 20 minutes plus tard, le taxi a freiné brusquement, juste devant un concessionnaire luxueux et étincelant. J'ai poussé la portière, je suis sortie, et je me suis dirigée d'un pas très décidé vers l'intérieur. À travers la grande vitrine, j'ai pu assister à la scène la plus ridicule au monde. Clément, habillé de la tête aux pieds avec des vêtements arborant d'énormes logos Gucci, les cheveux gominés, bombait le torse. Il prenait la pose à côté d'une Mercedes GLC 300 noire, qui brillait de mille feux. Il rayonnait de joie, tapotant fièrement sur le capot. « Maman, regarde comment je rends bien à côté de cette caisse. C'est le feu, pas vrai? C'est tout à fait mon style, mon niveau. Dans ces petites berlines bon marché, j'ai mal au dos. Prends celle-ci, maman, pour que je puisse draguer les filles. Il faut bien qu'elles me respectent. » Sylvie était assise sur un canapé en cuir importé, dans l'espace VIP réservé aux clients, buvant son thé avec une attitude d'une arrogance incroyable. Elle a croisé les jambes, puis a fait un signe de la main au vendeur, qui se tenait au garde à vous. Nous la prenons. Rien n'est trop beau pour mon fils chéri. Ce n'est pas 125 000 € qui vont effrayer notre famille. Préparez les papiers, nous payons comptant. Nous n'avons pas l'habitude de prendre des crédits pour de si petites choses, ça donne juste des maux de tête. Vous êtes très généreuse, madame. Et Clément a bien de la chance d'avoir une mère aussi attentionnée, a répondu le vendeur. Rayonnant de bonheur, il s'est empressé de tendre le terminal de paiement. Cela fera un total de 125 000 €, avec toutes les taxes incluses. Vous pouvez régler par carte, s'il vous plaît. Sylvie a pris son temps pour ouvrir son sac à main, et en a sorti une carte bancaire noire et or. La carte a mon nom. Elle l'a pincée entre deux doigts, puis l'a tendue au vendeur avec des manières affectées, comme une impératrice accordant une faveur. Le vendeur a pris la carte avec beaucoup de respect, a saisi le montant, puis l'a inséré dans le terminal. Une seconde, 2, 3. Un bip strident a retenti, et un message rouge s'est affiché sur l'écran de la machine, opération refusée. Le vendeur a légèrement froncé les sourcils, et a esquissé un sourire désolé. Excusez-moi, madame, mais le terminal indique une erreur. Il semblerait que votre carte soit bloquée, ou qu'il y ait un problème avec celle-ci. En avez-vous une autre? Quel blocage, s'est emportée Sylvie, les yeux écarquillés. C'est ma carte VIP. Il y a assez d'argent dessus pour acheter 10 voitures comme celle-là. C'est quoi ce matériel défectueux? Essayez encore. Vous ne savez pas faire votre travail. J'ai déjà essayé, madame. Mais le système bancaire indique que la carte a été bloquée à l'initiative de son propriétaire, a expliqué le vendeur, visiblement en sueur et désemparé. Clément, qui prenait des selfies jusqu'alors, a accouru et a aboyé avec irritation. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à payer avec la carte. Il y a plein de gens qui nous regardent. C'est la honte. C'est à cet instant précis que je suis entrée lentement dans le magasin. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre résonnait avec un écho froid et plein de détermination. L'appareil n'est pas cassé, maman, ai-je prononcé. Ma voix était assez basse, mais elle était aussi tranchante qu'une lame. C'est moi qui l'ai bloqué. Sylvie et Clément ont sursauté, puis se sont retournés brusquement. En me voyant, le visage de ma belle-mère s'est déformé, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'a pu en sortir. Clément, lui aussi, s'est figé sur place, laissant tomber son téléphone par inadvertance. « Belle-sœur, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» a-t-il balbutié, essayant de sauver les restes de sa dignité de façade. Je me suis approché directement de la table basse, sans même lui accorder un regard. En tendant la main vers le vendeur, j'ai souri poliment. « Jeune homme, veuillez me rendre cette carte, s'il vous plaît. Elle est à mon nom. J'en suis la propriétaire, Catherine. » C'est exact. Le vendeur a retourné la carte, a vu mon nom gravé, a comparé avec mon visage, puis s'est empressé de me la rendre à deux mains. Oui, bien sûr, la carte est bien au nom de Catherine. J'ai rangé la carte dans mon portefeuille,
et c'est seulement à ce moment-là que je me suis tournée pour regarder droit dans les yeux de mon ex-belle-mère, qui était devenue blanche comme un linge. Vous aviez l'intention de dépenser 125 000 euros, gagnés à la sueur de mon front. Cet argent, pour lequel j'ai travaillé des nuits entières, à gérer des projets et à perdre mes cheveux à cause du stress, tout ça pour acheter une voiture à ce fainéant. J'ai pointé Clément du doigt. 25 ans. Un grand gaillard en pleine santé. Es-tu seulement capable de gagner 50 euros par jour, pour oser rêver d'une Mercedes? L'argent de votre belle-fille est si facile à dépenser? Comment oses-tu parler ainsi? Sylvie s'est mise à trembler de rage. Elle a frappé la table de la paume de sa main, dans un grand fracas. Comment ça, ton argent? C'est l'argent de mon fils, David. Et toi, tu te contentais de le garder sur ton compte. Débloque cette carte immédiatement. Tu te rebelles, maintenant? Il y a des gens ici, ne fais pas de scène. J'ai éclaté de rire. Un rire sonore qui a résonné dans tout le concessionnaire, poussant les autres clients à se retourner par curiosité. L'argent de David? Maman, appelez votre précieux fils, et demandez-lui combien de centimes il a déposé sur cette carte au cours des 5 dernières années. Ou bien, peut-être que l'intégralité des relevés de compte ne montrera que les virements de mon entreprise. Je me suis penchée en avant, ma voix s'assombrissant et se chargeant d'une lourde menace. Au fait, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle, avouée à Clément. Ce matin, à 10h tapantes, David et moi avons signé les papiers du divorce à la mairie. Voici le certificat. J'ai sorti la fine feuille de papier, ornée de son tampon rouge, et je l'ai jetée fermement sur la table en verre, juste devant elle. À partir de cette minute, je ne suis plus votre belle-fille. Cette carte est ma propriété personnelle exclusive. Quant à vous, j'ai baissé la voix, détachant chaque syllabe. Préparez-vous à m'expliquer, à moi et à mon avocat, où ont bien pu disparaître 50 000 euros de mon compte. Ne croyez surtout pas que vous allez pouvoir avaler une telle somme aussi facilement. Sylvie semblait avoir été vidée de toutes ses forces. Elle a vacillé, avant de s'effondrer sur le canapé en haletant bruyamment. Clément restait planté là, comme enraciné dans le sol. Son visage, d'abord cramoisi, avait pris une teinte cadavérique. Ses lèvres bougeaient, mais il n'osait prononcer la moindre objection. Tout leur vernis bon marché, ainsi que leur fausse dignité, venait d'être arrachés et jetés en pâture aux regards ébahis, et parfois moqueurs, des employés du concessionnaire. Je n'ai pas pris la peine de regarder la fin de cette misérable tragicomédie. En réajustant mon col, je me suis retournée avec fierté, puis je suis sortie. Les portes vitrées du showroom se sont ouvertes automatiquement. Je suis sortie, accueillie par le soleil radieux de Paris. Le sentiment de ressentiment étouffant, qui s'était accumulé pendant 5 longues années, s'est soudainement évaporé. Il a été remplacé par un profond sentiment de satisfaction, presque enivrant. Le premier pas, pour reprendre le contrôle total de ma vie, avait été franchi avec succès. Le taxi m'a déposé devant un vieil immeuble résidentiel du 11e arrondissement. Il s'agissait d'un petit appartement que j'avais acheté avec mes propres économies, bien avant mon mariage avec David. Pendant mes 5 années de mariage, je l'avais mis en location, et j'utilisais l'argent pour subvenir aux innombrables besoins de ma belle famille. Heureusement, les locataires avaient déménagé le mois dernier. Je suis entrée dans l'appartement, j'ai jeté mon sac sur un vieux canapé en velours, et je me suis frotté les tempes, épuisée. L'euphorie de la scène chez le concessionnaire avait fait place à un grand vide intérieur. Cependant, le destin ne semblait pas vouloir m'accorder de répit. Dring dring dring. L'écran de mon téléphone s'est mis à clignoter, affichant le nom de David. J'ai eu un sourire narquois, j'ai glissé mon doigt sur l'écran, activé délibérément le haut-parleur, puis j'ai jeté le téléphone sur la table basse en verre. C'est quoi cette comédie idiote que tu viens de nous faire, Catherine? Les hurlements de David ont jailli du haut-parleur, résonnant à travers la petite pièce. Le volume était tel que je pouvais l'imaginer debout dans son bureau, en train de s'époumoner. Surveille ton langage, ai-je répondu calmement, en me versant un verre d'eau et en buvant une gorgée. De quelle comédie parles-tu? Tu oses demander?
Ma mère vient de m'appeler en pleurs. Tu es allé chez le concessionnaire auto, et tu l'as humiliée, elle et Clément, devant tout le monde. Pourquoi as-tu bloqué la carte? Tu es devenue folle? Je ne suis pas folle, je protège simplement mes biens. J'ai posé le verre sur la table avec force, faisant teinter le verre. Mon argent, je le bloque si je veux. Existe-t-il une loi qui interdit à un propriétaire de bloquer sa propre carte? T'es bien? Tu es complètement paranoïaque, a ricané David, d'un ton moqueur que je ne connaissais que trop bien, et qu'il utilisait toujours pour me rabaisser. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tout notre argent constitue le budget familial commun. Tu es la belle-fille. Qu'y a-t-il de mal à ce que ma mère prenne un peu d'argent pour acheter une voiture à Clément? C'est la famille, considère que tu l'as aidé avant son mariage. Espèce de femme égoïste. Tu comptes le moindre centime que tu dépenses pour la famille de ton mari. La colère a explosé en moi. J'ai attrapé le téléphone, j'ai désactivé le haut-parleur, et je l'ai pressé contre mon oreille. Le budget familial commun? Tu as l'audace de me parler de ce qui est commun, David? J'ai martelé chaque mot, d'une voix ferme et glaciale. Tu es chef du service logistique, ton salaire approche également les 4 000 €. Mais combien de centimes as-tu mis sur cette carte en 5 ans? La totalité des relevés correspond exactement à mon salaire de 5 000 € mensuels. Tu disais que tu étais stressé. Que tu devais entretenir ton réseau, et tu rentrais tard le soir. J'ai gardé le silence, et je t'ai laissé garder ton argent pour toi. Et maintenant, tu oses appeler ça notre argent, tout ça pour que ta mère achète une voiture à ton bon à rien de frère? Tu ne t'avises pas de me faire des reproches sur mon salaire et de m'humilier? David s'est mis à bégayer. Son ton était devenu incertain, mais il essayait encore de se justifier. Si je ne mettais pas d'argent sur la carte, c'est parce que je gérais d'autres questions familiales, bien plus importantes. Tu vis dans une belle maison dans un quartier chic, sans payer de loyer. Ce n'est pas grâce à moi, peut-être? Ferme-la, ai-je crié, ne lui laissant pas le temps de terminer. Les rancœurs accumulées pendant 5 longues années trouvaient enfin une issue. Tu crois que je ne sais pas compter? Cette maison a été achetée avant notre mariage. Oui, tes parents ont payé la moitié, et pour l'autre moitié, tu as pris un crédit immobilier en hypothéquant la maison. Alors, laisse-moi te poser une question. Qui t'a aidé à payer les intérêts de ce crédit chaque mois? Qui a déboursé 20 000 € de sa prime annuelle, pour refaire entièrement la décoration intérieure, et réparer l'étanchéité du toit qui fuyait? C'était moi. Je me suis tue un instant pour reprendre mon souffle, sentant mon cœur battre à tout rompre. Et je ne compte même pas l'électricité, l'eau, Internet, la nourriture pour 4 personnes au quotidien, les funérailles, les anniversaires, ou les cadeaux pour la famille des 2 côtés. Toute votre famille vivait sur les miettes de mes primes que je daignais me garder. Et pendant ce temps, ta mère n'arrêtait pas de me traiter de parasite. Quant à toi, tu te contentais de ramener ton corps à la maison. Tu exigeais qu'on te serve le dîner, et en plus, tu faisais la grimace. Un grand silence s'est installé à l'autre bout du fil. David semblait s'étouffer avec les chiffres que je venais de lui jeter au visage. Après un moment, il s'est raclé la gorge. Il a tenté d'arrondir les angles en baissant le ton, mais en gardant toujours cette pointe de supériorité. Bon, on ne va pas s'attarder sur ces détails. De toute façon, nous sommes divorcés. Mais la façon dont tu as humilié ma mère aujourd'hui, c'est totalement inacceptable. Débloque cette carte, et laisse maman payer la voiture de Clément. Considère cela comme une ultime marque de respect envers notre famille, et ensuite, chacun ira de son côté. Du respect? J'ai éclaté de rire, un rire tellement sarcastique que j'en ai eu les larmes aux yeux. David, tu es un spécimen rare d'effronterie. Tu penses vraiment que j'ai fait une scène chez le concessionnaire uniquement pour une voiture? Réponds-moi plutôt, où se sont volatilisés les 50 000 € de ma carte? 50 000? Quels 50 000 €? La voix de David est soudainement montée dans les aigus, trahissant un trouble évident. Ne joue pas la comédie. La somme totale de mes salaires sur 5 ans s'élève à au moins 300 000 €. Ce matin,
J'ai vérifié le solde, il y a exactement 250 000 euros. Où sont passés les 50 000 manquants? Ne va pas me faire croire que ta mère les a dépensés en achetant des légumes au marché. Maman gérait l'argent. Elle voyait ce dont nous avions besoin, et elle le dépensait. Elle a peut-être acheté de l'or pour investir, ou bien sa santé est fragile en ce moment. Les médicaments coûtent cher, le ginseng aussi. Tu vas déclencher la fin du monde pour à peine 50 000 euros? Es-tu une belle fille si radine que tu vas compter chaque centime dépensé par ta belle-mère? David se justifiait de manière frénétique. Ses paroles devenaient de plus en plus incohérentes et illogiques. Ma patience avait atteint ses limites absolues. Une somme de 50 000 euros, à Paris, c'est la sueur, le sang, et la vie de quelqu'un, David, ai-je sifflé entre mes dents. Après le divorce, je voulais d'abord laisser le partage des biens tranquille. Je voulais te céder la maison pour avoir la paix, mais toi et ta famille, vous m'avez poussé à bout. Votre avidité est absolument sans limite. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, a aboyé David. Cependant, j'entendais déjà la panique pointer dans sa voix. Ce que j'ai l'intention de faire? Aujourd'hui à la mairie, tu as signé les papiers très rapidement, mais, je suis désolé, nous annulons cet accord. J'ai changé de ton, abandonnant toute fausse marque de respect. Je vais contacter maître Victor Laurent. Je vais aller au tribunal, et je vais exiger la restitution, jusqu'au dernier centime, des 50 000 euros que tu t'es appropriés illégalement. De plus, je vais revoir l'intégralité de l'accord sur le partage des biens. La maison, chaque brique dans laquelle j'ai investi. Je vais absolument tout recompter. Je vais te montrer à quel point une femme, qui a été trahie et utilisée, peut être impitoyable. Catherine, tu n'oserais pas? Attends-toi à recevoir une convocation au tribunal, lâche. J'ai raccroché, je suis allé directement dans les paramètres, et j'ai bloqué le numéro de David de façon permanente. Jetant le téléphone sur le côté, je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Mes mains tremblaient encore sous l'effet de la colère, mais, au fond de moi, une détermination de faire s'était forgée. J'ai ouvert mes contacts, et j'ai cherché le numéro de maître Victor Laurent, un ancien camarade d'université plus âgé que moi, aujourd'hui reconnu comme un expert en droit civil. Cette guerre, je n'avais pas le droit de la perdre. À 16 heures, le soleil parisien commençait à s'adoucir, jetant de pâles rayons par la fenêtre de mon appartement, situé au 7e étage dans le 11e arrondissement. J'étais justement en train de discuter avec Victor, lui exposant les détails de l'affaire et la chronologie des virements, quand l'écran de ma tablette s'est allumé à côté de moi. C'était un message télégramme de Madame Claudine, la femme qui balayait et ramassait les ordures dans la ruelle près de la maison de mon ex-belle-mère. En 5 ans de vie là-bas, j'étais la seule à lui offrir de l'eau fraîche, des fruits, ou à la payer un peu plus pour qu'elle sorte les poubelles, alors elle m'appréciait beaucoup. Petite Cathy, allume vite ta caméra et regarde. Sylvie fait un véritable scandale devant le portail. Elle hurle que tu lui as volé de l'argent. Tous les voisins sont sortis en courant. Le message était accompagné d'une courte vidéo, filmée par Madame Claudine avec son téléphone. J'ai froncé les sourcils, et j'ai interrompu ma conversation avec Victor. Maître, excusez-moi, accordez-moi 10 minutes. Le camp adverse passe à l'action. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai calmement ouvert l'application de vidéosurveillance sur mon téléphone. Autrefois, quand je rentrais en marche arrière dans le portail, je manquais souvent de visibilité. C'était donc moi qui avais payé pour installer cette caméra à 360 degrés, en créant le compte principal sur mon propre téléphone. David et Sylvie, n'étant pas très doués avec la technologie, utilisaient un accès invité, et n'avaient aucune idée de comment révoquer mes droits. L'écran s'est chargé, dévoilant l'image familière de la large ruelle goudronnée. Devant les solides portes en fer de la maison, Sylvie était assise par terre. Elle portait son habituelle robe de chambre en soie, mais ses cheveux étaient intentionnellement ébouriffés. Elle se frappait les cuisses, le visage trempé de larmes et de morve, en criant assez fort pour que tout le quartier l'entende. Autour d'elle, les bras croisés, 5 ou 6 voisins curieux chuchotaient entre eux.
Madame Claudine se cachait derrière un poteau, tenant son balai et observant la scène avec acuité. Oh, bonnes gens, mes ancêtres, regardez quelle vipère nous avons réchauffée sur notre sein. La voix perçante de Sylvie résonnait dans le haut-parleur de la caméra. Ma famille n'a vraiment pas de chance. Nous avons fait entrer une renarde rusée dans notre maison. Mon fils, David, travaille comme un damné, du matin au soir, et il donnait chaque centime à sa femme. Et elle, cette vipère, elle l'a trompé. Elle a volé toutes mes économies pour mes vieux jours, elle lui a jeté le certificat de divorce au visage, et elle s'est enfuie. Oh, bonnes gens. Madame Thérèse, qui tenait l'épicerie du coin de la rue, a froncé les sourcils et fait claquer sa langue. Mais enfin, Sylvie, que dites-vous là? Catherine est d'ordinaire si discrète, si polie. Elle dit toujours bonjour, et elle est toujours généreuse au marché. Pourquoi voudrait-elle voler votre argent? Oh, Thérèse, ne vous fiez pas aux apparences. Sylvie, voyant qu'on réagissait à ses propos, a redoublé d'efforts dans son jeu d'actrice. Elle rampait par terre, levant les mains au ciel. Elle simulait à merveille. Aujourd'hui, elle a montré son vrai visage. Elle a bloqué toutes les cartes, elle refuse de me donner de l'argent pour mes traitements. Elle se vante de son éducation. Et elle méprise mon Clément parce qu'il n'a pas de travail. Elle veut nous faire mourir à petit feu. Mon pauvre David est bien trop gentil, c'est pour ça qu'elle lui monte sur le dos. Quelques voisins ont commencé à chuchoter. Dans ce quartier d'ordinaire si calme et paisible, de telles accusations envers une belle fille ingrate trouvaient facilement un écho dans le cœur des femmes plus âgées. Remarquant que la foule commençait à hésiter, une lueur de triomphe a traversé le regard de Sylvie, même si les coins de sa bouche restaient tirés vers le bas dans un chagrin fin. Je sirotais mon verre d'eau dans ma chambre, observant cette mascarade sur mon écran, incapable de réprimer un sourire moqueur. La colère que j'avais ressentie au concessionnaire s'était mutée en un sarcasme absolu. N'ayant pas réussi à voler 125 000 € pour une voiture, elle avait décidé de recourir à l'arme ultime des belles-mères de la vieille école, les larmes et l'opinion publique, espérant salir ma réputation pour m'obliger à débloquer la carte. Mais elle avait oublié un détail fondamental, de nos jours, les paroles doivent être étayées par des preuves. Je n'ai pas cédé à la panique. D'un geste froid et précis, j'ai sauvegardé toute la vidéo de la caméra de surveillance sur mon téléphone. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai exporté au format PDF les relevés de compte des 5 dernières années. C'étaient de longues pages, remplies exclusivement de virements de mon entreprise, sans le moindre centime provenant du compte de David. Enfin, j'ai pris une photo en gros plan du certificat de divorce, mettant bien en évidence le sceau rouge de la mairie. J'ai ouvert Telegram, et j'ai cherché le groupe de discussion de notre résidence, qui comptait plus de 100 personnes. Sylvie n'utilisait pas les messageries, mais David, Clément, et tous les voisins actuellement présents en bail étaient inscrits. J'ai tapé un long message. Sa forme était polie, mais le fond était aiguisé comme un couteau. Chers voisins, c'est Catherine, l'ancienne belle-fille de Sylvie, de l'appartement 45, qui vous écrit. J'ai été informé que Sylvie diffuse actuellement de fausses informations à mon sujet devant la maison, perturbant l'ordre public. Je tiens à clarifier la situation, afin que votre empathie ne soit pas exploitée à des fins malveillantes. David et moi avons officiellement divorcé ce matin, vous trouverez la photo du certificat ci-jointe. La totalité de la somme figurant sur la carte bancaire dont parle Sylvie est constituée, à 100%, de mon salaire mensuel. Je joins mes relevés bancaires, prouvant l'origine des fonds. En 5 ans, David n'a pas versé un seul centime sur cette carte. J'ai bloqué la carte car, cet après-midi, Sylvie et son fils Clément ont tenté, chez un concessionnaire de l'avenue de la Grande Armée, d'acheter un véhicule à 125 000 €, avec mon argent, pour Clément, un jeune homme de 25 ans sans emploi. Je respecte la loi et je tiens à ma réputation. Les actions de Sylvie, visant à me diffamer, peuvent être qualifiées de calomnie. J'ai sauvegardé les vidéos de la caméra de surveillance, ci-jointe, et je suis d'ores et déjà en consultation avec mon avocat. J'espère que vous comprendrez. S'il vous plaît, persuadez Sylvie de rentrer chez elle,
pour éviter de faire intervenir la police, et de salir la réputation de notre voisinage. Cordialement, Catherine. Après avoir relu mon texte, j'ai appuyé sur envoyer. Digne. À travers la caméra, j'ai pu voir l'effet immédiat de mon action. Dans la foule entourant Sylvie, plusieurs personnes ont sorti leur téléphone. Monsieur Nicolas, le doyen du bâtiment, qui se tenait jusque-là les bras croisés, plissait les yeux pour lire sur son écran, et soudain, son visage a changé d'expression. Sylvie, a-t-il crié en levant son téléphone, sa voix puissante couvrant les sanglots. Catherine vient de poster des preuves dans le groupe de l'immeuble. Elle dit que tu as pris sa carte avec 125 000 € dessus, et que tu es allé avenue de la Grande Armée pour acheter une Mercedes à Clément. Et elle a aussi mis le certificat de divorce. Vous avez divorcé ce matin. Madame Thérèse, qui la défendait il y a un instant, s'est penchée sur le téléphone de Monsieur Nicolas. Elle a parcouru les relevés des yeux, puis a regardé Sylvie comme si c'était une extraterrestre. Mon Dieu, la belle-fille gagne 5 000 € par mois. Tu gardais sa carte, et tu comptais acheter une voiture à ton fils au chômage avec cet argent. Et tu oses pleurer ici? Mais vous avez essayé de dépouiller cette femme en plein jour. Les chuchotements se sont transformés en moqueries ouvertes, et en violents reproches à l'encontre de Sylvie. Et nous qui croyions? Il s'avère que la belle-mère volait l'argent de sa belle-fille, et quand elle n'y est pas arrivée, elle a piqué une crise. C'est affreux, qui pourrait supporter ça? Pas étonnant que Catherine se soit enfuie. Clément le pique-assiette voulait rouler en Mercedes. Quelle honte! Sylvie, toujours assise par terre, a reçu ces paroles comme un seau d'eau glacée. Ses fausses larmes ont séché net. Elle a relevé la tête, l'air complètement désemparé. Son visage, rouge de comédie, est devenu d'une pâleur cadavérique, et ses lèvres se sont mises à trembler. Son petit spectacle avait été ruiné devant les voisins, ceux-là même devant qui elle aimait tant se pavaner. Elle s'est levée à la hâte, sans même prendre la peine de dépoussiérer sa robe de chambre en soie, a ramassé le bob tombé à côté d'elle, l'a enfoncé sur sa tête pour cacher son visage, puis s'est précipitée dans la maison. Les portes en fer se sont refermées dans un grand fracas, enfermant la honte et l'humiliation à l'intérieur. Dans la ruelle, Madame Claudine a regardé vers la caméra. Avec un large sourire, elle m'a fait un signe de pouce en l'air. J'ai souri en retour, j'ai fermé l'application, et je me suis versé un autre verre d'eau tempérée. Ensuite, j'ai recomposé le numéro de Victor. Allô, maître. Les choses se sont calmées par ici. Revenons au point principal. Pour le plan visant à exposer les comptes cachés de David et à récupérer mes 50 000 €, j'ai besoin que vous déposiez une plainte dès demain. Le lendemain, à 8 heures tapantes, j'ai poussé la porte du cabinet d'avocat de maître Victor Laurent, au centre de Paris. Contrairement à l'apparence épuisée des femmes qui viennent de traverser un divorce, j'avais opté pour un chemisier en soie d'un blanc immaculé, un pantalon taille haute, et j'avais maquillé mes lèvres d'un rouge éclatant. Dans cette bataille, je n'avais absolument pas le droit d'avoir l'air d'une perdante. Victor, mon ancien camarade d'université devenu un avocat chevronné, était assis devant son ordinateur. En me voyant, il a hoché la tête, m'a indiqué la chaise en face de lui, et a souri. Coup de maître hier dans le groupe de discussion de l'immeuble. Catherine a coupé court à toutes les rumeurs. Bon, passons aux choses sérieuses. As-tu apporté tous les documents que je t'ai demandés? J'ai sorti une épaisse liasse de documents de mon grand sac, et je l'ai posé sur le bureau. Voici tous les relevés de compte des 5 dernières années. Salaire, primes, tout allait sur cette carte. Et voici, ai-je ajouté en tirant une feuille surlignée au marqueur fluo, la liste de tous les retraits suspects des 3 derniers mois. Le total fait exactement 50 000 €. Victor a commencé à parcourir rapidement les pages, son regard professionnel glissant sur les chiffres, avant de s'arrêter sur les dernières feuilles. Des retraits d'espèces au guichet, de 10 000 à 20 000 €. Il y a aussi des virements isolés vers d'autres comptes privés. Il a tapoté la table avec son stylo. Sylvie n'a pas pu retirer elle-même de telles sommes sans un mot de passe, ou sans ta signature. As-tu déjà laissé ton téléphone à sa disposition, pour recevoir des codes par SMS, ou as-tu signé des formulaires vierges à la banque?
J'ai froncé les sourcils, essayant de me souvenir. Jamais. Elle utilisait la carte pour les petites dépenses quotidiennes, mais la limite journalière est basse. Pour transférer ou retirer des dizaines de milliers d'euros, il faut soit mon téléphone, soit ma présence physique. À moins que... Un souvenir a soudain jailli dans mon esprit. J'ai frappé la table de la paume de ma main. À moins que ce ne soit David. Il y a 3 mois, l'écran de mon téléphone s'est cassé. David s'est proposé de l'apporter à un de ses amis réparateurs. Je n'ai pas eu mon téléphone pendant 2 jours. La connexion à l'application se fait par Face ID. Mais s'il connaissait le code de déverrouillage de mon téléphone, il aurait très bien pu changer le mot de passe de l'application, recevoir le code par SMS sur ma carte SIM, virer l'argent, puis effacer tous les messages. En effet, cette période correspond parfaitement, a répondu Victor. Il a affiché le sourire d'un prédateur ayant senti l'odeur du sang. Parfait. Si c'est bien David qui a orchestré cela, l'affaire ne se limitera plus à un simple litige civil. Il s'agit d'une fraude, avec détournement de biens. Votre accord de divorce d'hier n'est qu'un accord préliminaire. La décision finale du juge sur la répartition des biens n'a pas encore été rendue. Nous avons parfaitement le droit de demander au tribunal de suspendre l'homologation de cet accord et de déposer une plainte supplémentaire pour clarifier le sort de ces 50 000 euros. Que devons-nous faire maintenant ? Ai-je demandé, sentant une détermination d'acier grandir en moi. Il fallait écraser la tête du serpent. Je vais immédiatement préparer une requête pour geler ses actifs, ainsi qu'une assignation devant le tribunal judiciaire. Mais pour un effet maximal. Victor m'a fait un clin d'œil, je n'enverrai pas l'assignation et la notification d'ouverture du dossier à votre domicile, mais directement à l'entreprise où travaille David. J'ai ri, du rire le plus sincère que j'ai eu au cours de ces 5 dernières années. David était chef du service logistique, et il tenait à son poste et à sa réputation dans l'entreprise plus qu'à sa propre vie. Recevoir une assignation en justice, avec des accusations de litige foncier et de fraude, en plein bureau, sous les yeux de ses subordonnés et des ressources humaines, ce serait un coup fatal porté à son ego boursouflé. Agissez, maître. Je ne veux pas attendre un jour de plus. À 15 heures le jour même, alors que j'examinais une campagne de marketing pour un client, mon téléphone a vibré. L'écran a affiché le nom de tante Nadine, la tante de David. J'ai tout de suite compris que la bombe, posée par Victor, venait d'exploser. J'ai répondu calmement et activé le dictaphone. Ma petite Cathy, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Aie pitié, a hurlé tante Nadine, la voix chargée d'angoisse et de panique. C'est quoi ce procès ? C'est quoi cette assignation qu'on vient d'apporter directement au RH, sur le lieu de travail de David ? Son directeur l'a convoqué pour lui passer un savon. Il vient de m'appeler en pleurs ? Il dit qu'il est sur le point d'être renvoyé de son poste de chef. Mari et femme devraient régler leurs problèmes entre eux. Si l'amour n'est plus là, le respect doit demeurer. Pourquoi le mets-tu ainsi au pied du mur ? Je tapotais des doigts sur mon clavier, et ma voix était d'un calme presque surnaturel. Tante Nadine, quand David et sa mère m'ont volé 50 000 euros, gagnés à la sueur de mon front, pourquoi personne n'a dit qu'il fallait régler ça entre nous ? Quand vous me reprochiez tous ensemble d'être stérile, le poussant subtilement à aller voir ailleurs, pourquoi personne ne se souvenait du respect ? Ce qui est fait, l'argent ça va et ça vient. Ma fille, retire ta plainte. Pour un homme, la carrière c'est tout. S'il perd son travail, comment va-t-il vivre ? Aie pitié de lui, donne-lui une chance. Sa carrière ne me concerne plus, ma tante, ai-je répondu clairement, sans la moindre trace d'émotion. Il a un travail, j'en ai un aussi. Je me suis tuée à la tâche pour qu'il puisse m'extorquer de l'argent, afin d'entretenir sa mère et son frère. Transmettez ce message à David, s'il veut que je retire ma plainte. Qu'il me rende mes 50 000 euros, jusqu'au dernier centime. Sinon, demain, ce ne sera pas seulement une assignation civile, mais une plainte pénale à la police pour fraude. Alors, il ne perdra pas seulement son travail, il ira en prison. Bip. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. 10 minutes plus tard, un numéro inconnu m'a appelé.
Je savais très bien de qui il s'agissait. Catherine, tu es devenue folle? Tu veux me détruire? La voix de David était rauque au bout du fil. Il haletait, tel un animal traqué. Il ne restait plus aucune trace de son arrogance de la veille, la panique avait pris le dessus. Pourquoi as-tu envoyé la convocation à mon travail? Les RH viennent de me suspendre de mes fonctions de direction, le temps de l'enquête. Tu sais combien d'années j'ai mis pour atteindre ce poste? Tu es une femme méchante et vindicative. Je sais, ai-je répondu avec un sourire moqueur. Mais tu devrais savoir, toi aussi, que j'ai passé des centaines de nuits blanches, et que j'ai enduré les humiliations de ta mère pendant 5 ans, pour gagner ces 300 000 euros. Tu as pris mes 50 000 euros avec tellement de facilité, alors, tout aussi facilement, d'une simple plainte, je te priverai de ton fauteuil de chef. L'argent. Cet argent, a balbutié David, la voix tremblante. Je vais le rendre. Je trouverai un moyen de te le rembourser. Mais retire la plainte aujourd'hui, je t'en supplie. Demain, je dois fournir des explications à la direction. Le rendre en parole? C'est au tribunal que tu donneras tes explications, David. Si tu prouves que tu l'as dépensé pour une juste cause, le juge t'acquittera. En attendant, profite bien de tes derniers jours dans ton fauteuil de directeur. J'ai coupé la communication d'un geste sec, et j'ai jeté mon téléphone sur la table. Un coup direct porté à l'ego et à la réputation d'un hypocrite est toujours le plus douloureux. La guerre juridique ne faisait que commencer, et j'avais toutes les cartes en main. Il était 19 heures, le 2e jour après mon divorce. Le plan élaboré par Victor, pour punir David sur son lieu de travail, se déroulait comme sur des roulettes. Je suis sortie du bureau, et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. La ruelle qui menait à mon immeuble était assez sombre, et mal éclairée. D'habitude, je n'y prêtais pas attention, mais ce soir-là, un frisson m'a parcouru l'échine. Depuis que j'étais sortie de la voiture, des pas rapides et insistants me suivaient. J'ai resserré ma prise sur la bandoulière de mon sac. J'ai glissé ma main droite dans la poche de ma veste, où se trouvait une petite bombe au poivre, que j'avais achetée en chemin dans une boutique d'autodéfense. Ayant vécu 5 ans avec cette famille, je connaissais trop bien leur instinct grégaire, et leur méthode de voyou lorsqu'ils se sentaient acculés. Arrête-toi. Une silhouette sombre a surgi de derrière moi, me barrant la route. Sous la faible lumière du lampadaire, j'ai reconnu le visage de Clément, jeune, mais s'efforçant d'avoir l'air intimidant. Il portait un t-shirt noir, une casquette enfoncée sur les yeux, et mâchouillait un chewing-gum. « Où cours-tu comme ça, ex-frangine » a-t-il ricané, se prenant pour le héros d'un mauvais film d'action. Je me suis arrêtée, prenant une distance de sécurité, et j'ai gardé mon calme le plus total. Dans ma poche, mon pouce a discrètement glissé sur l'écran du téléphone, activant l'enregistrement vocal rapide. « Pousse-toi, laisse-moi passer. Mes affaires avec ta famille ont été portées devant les tribunaux. Nous n'avons rien à nous dire dans une ruelle sombre. » Rien à nous dire? Clément a recraché son chewing-gum sur l'asphalte, et a fait un pas vers moi. C'est quoi ce sale jeu auquel tu joues? Pourquoi mon frère a reçu un appel du boulot pour le suspendre? Maman pleure à la maison à cause de la honte devant les voisins. Et moi, le concessionnaire m'appelle pour me presser de payer. Comment tu vas régler ça? Tu as bloqué la carte, tu as volé les 125 000 euros de notre famille, et tu crois pouvoir t'enfuir comme ça? Voler? J'ai éclaté d'un rire sec et tranchant. Tu as 25 ans, tu es censé être lettré, tu sais lire. La carte est à mon nom, et l'argent dessus, c'est mon salaire. C'est ton frère qui m'a volé 50 000 euros, et c'est pour ça que j'ai porté plainte. De quel droit exiges-tu que je débloque ma carte, pour t'acheter une voiture? Je me fiche de savoir à qui est cet argent. Tout ce que je sais, c'est que pendant 5 ans, tu as vécu chez nous comme une parasite. Clément commençait à perdre son sang-froid. Mon frère t'entretenait, ma mère te nourrissait, tu étais la belle-fille. Donc, ton argent, c'est l'argent de notre famille. Maintenant que tu as divorcé, tu dois laisser cette carte. La semaine prochaine, je rencontre la famille de ma fiancée.
Sans Mercedes, sa famille va se moquer de moi. Tu vas me rendre ma réputation, oui ou non? Débloque la carte, et retire ta plainte contre mon frère. Immédiatement. Je l'ai regardé droit dans les yeux, avec un mépris non dissimulé. Ta réputation? Un homme fait, sans emploi, qui compte se marier avec l'argent de son ex-belle-sœur, ose encore parler de réputation? Tu portes des contrefaçons de marque, tu as acheté ton téléphone à crédit. Et tu essaies de passer pour un fils de riche pour tromper la famille de cette fille. Ton frère et toi, vous êtes pareils, des maîtres dans l'art de jeter de la poudre aux yeux, et de vivre au crochet des femmes. Ferme ta gueule. La blessure à son ego a fait exploser Clément. Il a juré, son visage est devenu cramoisi, et il s'est jeté sur moi pour m'arracher le sac de l'épaule. Dès que sa main grossière a attrapé la lanière, j'ai brusquement reculé, l'ayant anticipé. Ma main droite, restée cachée dans ma poche, a instantanément dégainé la bombe au poivre. Clic, le capuchon était retiré. J'ai pointé l'embout directement sur le visage de Clément. Il n'y avait pas plus de 2 palmes de distance entre nous. Enlève ta main de mon sac. Un pas de plus, et j'appuie. Les produits chimiques de cette bombe t'aveugleront temporairement, et te causeront des brûlures de la cornée pendant au moins 3 heures. Ma voix était tranchante comme une lame, sans la moindre once de peur. Clément s'est figé. Sa main, qui tenait la lanière, s'est relâchée. Son regard arrogant a fait place à la confusion, face au canon froid de la bombe au poivre. Il n'était qu'un fils à maman gâtée, habitué à élever la voix sur ses proches, mais il n'avait jamais été confronté à une résistance aussi déterminée et armée. Son orgueil mal placé l'a poussé à tenter de sauver la face. Tu oserais m'asperger? Tu te crois forte? Si je crie, mes potes du quartier te réduiront en poussière. Vas-y, appuie. Alors, crie, ai-je rétorqué avec un sourire narquois. De ma main gauche, j'ai sorti lentement mon téléphone de ma poche, l'enregistrement toujours en cours. Les ondes sonores continuaient de défiler sur l'écran. Depuis le moment où tu m'as barré la route, toutes tes menaces, tes insultes, et tes exigences ont été enregistrées. Clément a regardé l'écran et a dégluti. J'ai baissé la voix, mais chaque mot s'abattait comme un marteau sur son ignorance de la loi. Laisse-moi te donner un cours de droit, ex-beau-frère. Article 312-1 du Code pénal. Extorsion. Tu m'as barré la route dans l'obscurité, tu as menacé d'utiliser la force pour m'obliger à te remettre une carte bancaire contenant 125 000 €, et pour que je retire la plainte contre ton frère. La peine pour une telle somme, Clément, peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Sans compter que si tu m'avais touché, j'aurais ajouté une plainte pour violence volontaire. Cet enregistrement audio, et cette caméra sur le poteau, ai-je fait un signe de tête vers le lampadaire, suffisent pour qu'on t'embarque au poste de police dès demain matin. Le visage de Clément est devenu blanc comme du papier. Ses bras sont retombés, inertes, le long de son corps. Il a reculé d'un pas. Ses lèvres tremblaient. Je voulais juste récupérer l'argent. Je ne voulais pas te voler. Idiot, ai-je crié en m'avançant d'un pas, tout en gardant mes distances. Va donc demander à ta mère et à ton précieux frère à qui appartient cet argent. Vous êtes tous acculés. Oui, David est sur le point de perdre son emploi. Ta mère est couverte de honte devant ses voisins. Et tu n'as pas d'argent pour t'acheter une voiture et tromper les filles. Votre famille entière est en train de perdre la tête. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est que le début. J'ai rangé mon téléphone, tenant toujours fermement ma bombe au poivre. Dis à David d'arrêter d'utiliser ces méthodes de voyou à 2 balles. Préparez-vous pour le procès. Si je te revois, toi ou n'importe quel membre de ta famille, traîné près de chez moi ou de mon travail, cet enregistrement audio atterrira directement sur le bureau d'un inspecteur de la police criminelle. Je l'ai poussé sur le côté, et je me suis dirigé à grands pas vers mon immeuble sécurisé. C'est seulement à cet instant que mon cœur a commencé à tambouriner dans ma poitrine. Malgré mon assurance extérieure, affronter un jeune homme agressif dans un endroit désert était un pari risqué. Heureusement, j'avais misé juste sur sa lâcheté et son ignorance,
qui avait été brisé par ma préparation et ma connaissance de la loi. En me retournant, j'ai vu Clément, qui se tenait toujours sous le faible lampadaire. Son ombre, longue et tremblante, paraissait aussi pitoyable que celle d'un chien errant qu'on vient de battre. Dans cette guerre, leur famille venait d'entrer dans une phase de panique désespérée. Les 3 jours qui ont suivi l'incident avec Clément se sont écoulés dans un silence suspect. Pas de menaces, pas de crise d'hystérie. Mais je savais très bien que c'était le calme avant la tempête. Le vendredi matin, j'ai pris ma matinée au travail, et j'ai foncé au cabinet de Victor. Dès que j'ai reçu ce court message de sa part, j'ai les résultats sur la vérification des actifs. Viens vite. En entrant dans son bureau, j'ai vu Victor tapoter un épais dossier rempli de documents. Il avait l'air satisfait, mais je pouvais lire de la compassion dans son regard. Le juge a fait droit à notre requête en collecte de preuves. Grâce aux preuves évidentes du détournement des 50 000 € de ta carte, une ordonnance de vérification a été délivrée à toutes les banques. Victor a poussé le dossier vers moi. Catherine, en 10 ans de pratique, j'ai vu beaucoup de maris avec des comptes cachés. Mais le cas de ton ex est le scénario d'une escroquerie parfaite. Je me suis assise, et j'ai commencé à examiner les documents. Les cachets rouges des banques figuraient sur chaque page. Qu'y a-t-il, Victor? Combien d'argent a-t-il sur ses comptes, ai-je demandé, convaincu qu'avec son salaire, il n'aurait pu cacher, tout au plus, que quelques dizaines de milliers d'euros. Regarde par toi-même. Le compte bancaire se terminant par 6868, ouvert au nom de David. Mes yeux ont glissé vers la ligne du solde final. Les chiffres ont dansé devant mes yeux, m'obligeant à les frotter. Solde actuel, 280 000 €. J'ai levé les yeux vers Victor, sous le choc. 280 000 €? D'où sort cet argent? Son salaire était de 4 000 € dans le meilleur des cas, et il se plaignait tous les jours de la crise dans l'entreprise, et de la baisse des primes. Victor a eu un petit rire, et a tourné la page. Tu es trop naïve, Catherine. David est chef du service logistique. Il contrôlait l'attribution des commandes entre les différentes sociétés de transport. Regarde la description des transactions, rétrocommission pour le contrat. Bonus de l'entreprise A, remerciement pour le fret de l'entreprise B. Toutes les commissions occultes des partenaires allaient directement sur ce compte secret. De 5 000 à 10 000 € par mois. C'est un véritable prédateur. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, mon cerveau a eu l'impression d'exploser. Avec qui avais-je vécu pendant 5 ans? Toutes ces soirées où David rentrait à la maison, ivre, le visage agacé, pour me faire la morale, tu crois que c'est facile d'être le pilier de la famille? Je suis obligée de boire avec des clients pour gagner ces quelques miettes, et entretenir cette maison, pendant que tu restes assise, à attendre que tout te tombe tout cuit dans le bec. Qu'est-ce que tu peux bien y comprendre? Une vague d'amertume m'a oppressé la poitrine. J'y avais cru. J'avais sincèrement cru que la situation était difficile pour lui, qu'il subissait la pression des dettes pour cette maison de 3 étages. Croyant en lui et ayant pitié de lui, j'avais enduré les abus de ma belle-mère, j'avais assumé 100% des dépenses d'une famille de 4 personnes, et j'avais même sacrifié toute ma prime annuelle pour rénover cette maison. Attendez une minute. Une pensée glaciale m'a transpercée. J'ai attrapé le bras de Victor. Si la totalité de son salaire et de ses pots de vin allait sur ce compte, avec quoi payait-il le crédit immobilier? Près de 3 000 € par mois, pour le capital et les intérêts. Il ramenait les quittances de paiement chaque mois, et les jetait sur la table. Le regard de Victor est devenu très sérieux. C'est justement ça, Catherine, la partie la plus effrayante de ce spectacle. Tourne à la page avec le trombone vert. J'ai tourné la page à la hâte. Il s'agissait de relevés de cartes de crédit. Pas d'une seule, mais de 4 cartes différentes, provenant de banques distinctes. Le plafond de chacune s'élevait à plus de 10 000 €. David ne payait pas le crédit avec son propre argent. Victor a pointé les lignes avec son stylo. Il utilisait un système de cavalerie financière. Il retirait de l'argent d'une carte de crédit, et utilisait des services obscurs pour payer les mensualités du prêt immobilier avec ses fonds.
quand la date d'échéance de la carte approchait. Il retirait de l'argent de la carte B pour rembourser la dette de la A. Et ainsi de suite, en boucle. Cette boule de neige de l'endettement grossissait de plus en plus, sans compter les petits emprunts qu'il faisait auprès de ses amis et collègues pour donner l'illusion du succès. J'ai glissé mes doigts tremblants sur les lignes des relevés. Ce qui signifie, ma voix s'est brisée, ce qui signifie qu'il a pris un crédit immobilier, mais qu'en réalité, il n'a pas investi le moindre euro pour le rembourser. Il a reporté toute la dette sur ses cartes de crédit. Pour se donner l'image d'un mari responsable. Il m'a forcé à assumer toutes les dépenses du foyer, pendant que lui, de son côté, accumulait tranquillement près de 300 000 euros sur un compte personnel. Exactement, a hoché Victor. Et lors du divorce, selon votre accord initial, ces dettes de carte de crédit, officiellement contractées pour les besoins de la famille, auraient été divisées en deux. Quant à son compte de 280 000 euros. Puisqu'il était secret, il l'aurait gardé pour lui. Si tu n'avais pas remarqué la disparition de ces 50 000 euros, il serait parti avec une somme énorme, te laissant avec des dettes, et l'étiquette de la belle-fille ingrate. Le masque du mari attentionné et du pilier de la famille venait de voler en éclats, s'enfonçant comme des tessons de verre dans mon cœur. Le choc et la douleur ont rapidement cédé la place à une haine incandescente. Ce n'était pas de la jalousie, mais la fureur d'une personne qui avait été utilisée, jusqu'à la toute dernière goutte de son sang. J'ai serré les dents, mes mains s'agrippant au bord de la table. Ordure, ai-je sifflé. Il me prenait pour une bête de somme, destinée à nourrir toute sa famille, et à servir de couverture pour ses bassesses. Catherine, calme-toi. Plus nous serons froids et calculateurs, plus notre position au tribunal sera solide. Victor a posé une main réconfortante sur mon épaule. Avec de telles preuves de dissimulation de biens, le juge va revoir l'intégralité du partage du patrimoine. Tu as toutes les chances d'obtenir la part du lion sur la valeur de cette maison. Il pensait être le plus intelligent, mais il a mal calculé son coût. J'ai pris une grande inspiration, forçant mes émotions à s'apaiser. Quand j'ai rouvert les yeux, il n'y restait plus qu'un calcul glacial. Victor regardait attentivement les relevés des 3 derniers mois. Avec sa ruse, il a sûrement commencé à retirer l'argent de ce compte, juste avant le divorce. Il n'aurait jamais laissé une somme pareille intacte. Victor a hoché la tête, et s'est remis à feuilleter les documents. Tu as raison. Il y a de gros virements. Attends. Son doigt s'est arrêté sur une transaction, effectuée exactement 3 mois avant notre divorce. 100 000 euros. Virement interbancaire. Motif du paiement, pour l'achat d'un appartement. Bénéficiaire, Aline Mercier. Mercier. Aline. Ma tête s'est mise à tourner. Ce nom m'a semblé étrangement familier. Ma mémoire m'a obligeamment fourni une image, tirée de la fête de fin d'année de l'entreprise de David. Une jeune femme du service comptabilité, d'environ 26 ans, moulée dans une robe moulante, qui tournait sans cesse autour de monsieur le directeur. Et cette odeur sucrée, entêtante, que je sentais sur les chemises de David. Mes mains tremblaient légèrement, mais un sourire amer est apparu sur mes lèvres. Tout prenait son sens. Victor, ma voix était plate, mais froide comme de la glace. Nous ne devons pas simplement geler les actifs de David. Préparer une requête, pour impliquer cette Aline Mercier en tant que tierce partie liée à l'affaire. Je vais obliger ce petit couple d'adultères à me rendre l'argent, jusqu'au tout dernier centime. Aline Mercier. J'ai murmuré ce nom, et les souvenirs m'ont submergé. La fête de l'entreprise à la fin de l'année dernière. La fille de la comptabilité, avec son sourire obséquieux, versant des verres à la direction. L'odeur de son parfum bon marché, mais tenace. Cette même odeur que je sentais sur les chemises de David, et à laquelle il répondait toujours, j'étais au karaoké avec des clients, il y avait une hôtesse assise à côté. La jalousie te rend folle. Victor, prêtez-moi votre ordinateur portable 1 minute, s'il vous plaît. Une fois l'ordinateur en main, je me suis rapidement connecté sur un réseau social, et j'ai trouvé son profil. Sur sa photo de profil, elle prenait une pose coquette au volant d'une voiture. J'ai fait défiler son fil d'actualité,
jusqu'aux publications datant d'il y a 3 mois. Et le voilà. Un post avec la photo des clés d'un appartement, posé sur un contrat de vente, accompagné d'une légende mielleuse, « Merci à mon amour de toujours prendre soin de moi. Notre petit nid douillet. Plus besoin de louer. » Dans les commentaires, elle se vantait auprès de ses copines que l'appartement se trouvait dans un immeuble de standing sur les quais, pour que ce soit pratique pour lui d'y passer après le travail. Tenez, regardez, j'ai tourné l'ordinateur vers Victor. Il y a 3 mois, David lui transfère 100 000 € pour acheter un appartement, et quelques jours plus tard, elle se vante de son achat. D'où une simple comptable, avec un salaire de 2 500 €, sortirait-elle autant d'argent? Victor a froncé les sourcils. La situation est très grave, Catherine. Un compte caché est une chose, mais le transfert de biens acquis pendant le mariage à une maîtresse est une violation flagrante du Code civil. Le tribunal prendra cela très au sérieux. J'ai appelé mon amie Léa, qui travaillait auparavant aux ressources humaines avec David. Salut Léa, c'est Catherine. Dis-moi, Aline de la comptabilité travaille toujours chez vous? Oh, Catherine, tu ne vas pas le croire, s'est mise à déblatérer Léa. Elle a démissionné il y a exactement 3 mois. Soudainement. Les rumeurs disaient qu'elle s'était trouvé un riche protecteur, qui lui avait acheté un appartement dans une belle résidence. Et tout le monde chuchotait qu'elle avait une liaison avec quelqu'un de la direction. Pourquoi tu demandes? Comme ça, j'ai juste entendu son nom, et je voulais vérifier. Merci, Léa. J'ai raccroché. Le puzzle était complet. La trahison était totale et répugnante. Je me suis souvenu de la façon dont David avait radicalement changé de comportement, il y a 6 mois. Il avait commencé à me chercher des poux pour un oui ou pour un non, provoquant des disputes, juste pour que sa mère puisse mettre son grain de sel. Regarde-toi. En 5 ans, tu n'as pas été foutu de lui donner un enfant. Et en plus, tu accueilles ton mari avec une tête pareille. Si tu ne peux pas vivre avec lui, demande le divorce. Donne à David la chance de trouver une femme qui me donnera un petit-fils. Maintenant, je comprenais, c'était une mise en scène. Il voulait divorcer, mais il ne voulait surtout pas avoir le mauvais rôle. Il voulait que ce soit moi qui demande le divorce, incapable de supporter la pression. Salaud, ai-je sifflé. Il voulait que tu partes sans rien, a confirmé Victor. Selon l'accord initial, tu aurais pris en charge la moitié de ses dettes fictives liées aux cartes de crédit, pendant qu'il gardait les 280 000 € et logeait sa maîtresse dans son nouvel appartement. Il se débarrassait de sa vieille épouse, lui mettait ses dettes sur le dos, et se construisait un nouveau petit nid. Il me prenait pour une idiote absolue. Toute forme de pitié, ainsi que les derniers restes d'amour, s'étaient totalement évaporés. Dans mon cœur, il ne restait plus qu'une détermination froide et impitoyable. Victor, je me suis levé, m'appuyant sur le bureau, j'ai besoin que vous fassiez immédiatement 2 choses. Premièrement, déposer une requête pour geler tous les comptes bancaires de David, ses comptes titres, et la maison elle-même, afin qu'il ne puisse rien vendre ou transférer. Ce sera fait très rapidement. Et la deuxième chose? Deuxièmement, j'ai pointé mon doigt sur le nom d'Aline Mercier, déposé une plainte supplémentaire pour l'impliquer en tant que tiers, et demander la saisie de son nouvel appartement. Je vais arracher les masques de ce petit couple. Ils ne toucheront pas un seul centime de mon argent. C'est radical. La bataille s'annonce rude, a souri Victor avec approbation. Prépare-toi, Catherine. Dès que leurs avoirs seront gelés, le véritable enfer commencera pour cette famille. Je suis sorti du bureau. L'enfer, c'était très exactement l'endroit qu'il méritait. Des mesures conservatoires. 3 mots juridiques bien secs, mais pour les menteurs, ils représentent une épée tranchante. Le mardi matin, soit moins d'une semaine après mon divorce, j'ai reçu un message de Victor avec la photo d'une ordonnance du tribunal. Tous les comptes de David, ainsi que la maison, étaient saisis. À 10h30, le téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Je savais que la bête traquée allait commencer à s'agiter. J'ai mis mon écouteur en toute tranquillité. Catherine, qu'est-ce que tu as foutu, bon sang?
Les hurlements de David ont agressé mes tympans. Il y avait de la panique dans sa voix. Pourquoi je ne peux plus retirer d'argent au distributeur? Pourquoi l'application me dit que mon compte a été saisi par décision de justice? Quelle sorcellerie as-tu lancée? Ce n'est pas de la sorcellerie, David, c'est la loi, et elle s'appuie sur des preuves. J'ai eu un rire moqueur. C'est toi-même qui m'as lancé un défi, en me disant d'aller au tribunal. Le juge a vu des signes évidents de dissimulation de biens acquis pendant le mariage, et les a gelés pour vérification. C'est la procédure de base. Tu es un cadre dirigeant, tu devrais le savoir. Il grinçait des dents. Tu as fait bloquer mes comptes. Comment je vais vivre? La banque vient de m'appeler. Le paiement du prêt immobilier n'est pas passé. Il menace d'entamer une procédure de recouvrement si je ne paie pas aujourd'hui. Tu veux qu'on nous saisisse la maison? Oh, vraiment? Mais tu es le pilier de la famille, pourtant. Tu t'es tapé la poitrine pendant 5 ans, en disant que tu portais cette maison sur tes épaules. Que s'est-il passé, cher pilier? Ai-je baissé la voix, d'un ton sarcastique? Ou alors, tes 4 cartes de crédit, avec lesquelles tu as jonglé pendant 5 ans, ont-elles aussi été bloquées? Un silence pesant s'est installé à l'autre bout du fil. J'imaginais très bien son visage devenu livide. Tu as fouillé en secret dans mes cartes de crédit. Pas moi. La justice. Tu m'as trompé, tu as créé des dettes fictives pour que j'entretienne toute ta famille. Maintenant, ton petit stratagème s'est effondré. Débrouille-toi avec les banques tout seul. La maison est à ton nom. Le crédit est à ton nom. Tes problèmes avec la banque sont tes problèmes. Catherine, je t'en supplie, il est soudainement passé à une plainte humiliante. Appelle ton avocat, demande-lui de lever la saisie, au moins sur le compte finissant par 6868. Ce sont toutes mes économies. Maman est couchée à la maison, elle fait une crise cardiaque. Je n'ai même pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Et Clément a accumulé les microcrédits, maintenant il y a des agents de recouvrement qui font le pied de grue devant le portail. Ils ont aspergé la porte de peinture. Tu veux tous nous tuer? Tes économies, ai-je répété avec un profond mépris. Tu appelles 280 000 € de commission occulte tes économies? Tu m'as pressé comme un citron, tu m'as volé mes 50 000 €, tu m'as menti. Quand je pleurais de désespoir dans cette maison? Est-ce que quelqu'un s'est demandé si j'étais vivante ou morte? Maman se sent mal? Appelle les urgences. Le frère est endetté? Qu'il aille travailler pour rembourser. En quoi est-ce que ça me regarde? Tu es sans cœur, a-t-il crié, désespéré. Moi? Tu veux que je te dise ce qu'est une personne sans cœur? 3 mois avant notre divorce, tu as transféré 100 000 € à ton Aline Mercier pour acheter un appartement. Tu avais prévu de me larguer avec des dettes, pour aller mener la grande vie avec ta maîtresse, sur tes revenus occultes. Il y a eu un fracas au bout du fil, puis le silence. David ne disait plus rien. Alors, pilier de la famille? Tu es à court d'arguments? J'ai asséné le coup de grâce. Pourquoi tu m'appelles? Va donc chez ton Aline. Qu'elle vende son appartement pour sauver ta mère et ton frère. Ah oui, j'allais oublier de te dire. Le tribunal l'a déjà impliqué en tant que tiers. Son petit appartement est également saisi. L'enfer vient officiellement de commencer pour toi et ta maîtresse. Profite-en bien. J'ai raccroché. Le silence dans le bureau était devenu étonnamment agréable. Ceux qui avaient piétiné ma gentillesse se dévoraient maintenant entre eux, pris au piège dans une cage construite par leur propre avidité. Pendant 2 jours, David est resté silencieux, mais je savais que ce n'était pas la fin. Le jeudi matin, alors que j'étais en réunion, la réceptionniste, toute pâle, m'a fait appeler. Catherine, c'est un cauchemar en bas. 2 femmes avec une pancarte crient votre nom. La sécurité n'arrive pas à les calmer. Dans le hall, j'ai assisté à une scène invraisemblable. Sylvie, vêtue d'une robe de chambre criarde, était assise par terre. À côté d'elle se tenait Aline, portant des lunettes de soleil.
Elle brandissait une pancarte bon marché, Catherine, une escroc qui a volé 125 000 € à la famille de son mari. Bonnes gens, regardez, cette entreprise protège une voleuse, hurlait Sylvie. Elle a trompé mon fils, elle nous a tout volé, et elle veut qu'on se retrouve à la rue. Oui, 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 elle m'a tout pris à moi aussi, lui faisait écho Aline. J'ai dit calmement au chef de la sécurité, appelez la police, et filmez tout ça en vidéo. Mais leur imagination ne s'est pas arrêtée là. À midi, ma mère m'a appelé. Catherine, tout va bien? Sylvie et une jeune fille hurlent devant notre portail. Ton père s'est enfermé, et a déjà appelé la police. Je me suis précipitée chez mes parents. À mon arrivée, mon père, un ancien professeur, se tenait calmement derrière le portail et leur disait: Je vous respecte en tant qu'ancienne belle-mère de ma fille, c'est pourquoi je ne vous arrose pas avec le tuyau. Les affaires des enfants se règlent au tribunal. Cessez vos calomnies avant que la police n'arrive. Quelle calomnie, a bondi Aline. Votre fille a volé David. En tant que sa collègue, je ne peux pas me taire. Collègue? J'ai émergé de la foule, et je suis allée directement vers elle. Aline Mercier, vous qui avez reçu 100 000 € de mon mari pour acheter un appartement, vous osez venir chez mes parents pour m'accuser de vol? La foule a poussé une exclamation de surprise. Sylvie s'est agrippée au bras d'Aline. Quoi? Quels 100 000 €? Quel appartement? Il m'a dit que Cathy avait pris jusqu'au dernier centime. C'est de la calomnie, a balbutié Aline. De la calomnie. Je lui ai montré l'ordonnance du tribunal sur mon téléphone. Votre appartement est saisi, Aline. Tout comme les 100 000 € de votre compte. À cet instant, la police est arrivée, et les a embarquées toutes les deux au poste pour trouble à l'ordre public et diffamation. J'ai appelé Victor, rassemblé toutes les vidéos. Nous déposons une plainte supplémentaire pour diffamation et atteinte à l'honneur. L'apothéose de leur folie s'est jouée devant le tribunal, la semaine suivante. À 9 h du matin, Victor m'a appelé et a crié dans le combiné: Ouvre vite les réseaux sociaux. Sur une vidéo diffusée en direct, et regardée par plus de 10 000 personnes, Sylvie et Aline, vêtues de capes de deuil blanches, brûlaient de faux billets devant le palais de justice. La justice est corrompue, elle protège une voleuse, hurlait Sylvie. Rendez l'argent à mon fils. Les vigiles tentaient de les calmer, mais elles se roulaient par terre, hurlant qu'on les battait. Le spectacle s'est terminé avec l'arrivée d'une voiture de patrouille, qui les a embarquées sans plus de cérémonie. Cette fois, elles risquaient des poursuites pénales pour tapage et outrage à un agent de la force publique. Le jour même, David a été licencié. La réputation de l'entreprise valait bien plus que lui. Il m'a appelé, en sanglotant. Tu es contente? Ma mère et Aline vont aller en prison. On m'a virée. J'ai tout perdu. Ce n'est pas moi qui vous ai acculé, c'est toi, ai-je répondu froidement. Tu as menti à tout le monde. À ta mère, et à moi. Tu es le seul responsable de ta chute. On se verra au tribunal. 3 mois plus tard, j'étais de nouveau au palais de justice, mais cette fois, j'étais assise à la place du plaignant, confiante et sereine. En face de moi, David était assis, brisé et vieilli. Sur le banc des tiers impliqués, Sylvie et Aline étaient prostrées. Victor a méthodiquement présenté toutes les preuves, le détournement des 50 000 €, la fraude aux cartes de crédit, le compte secret de 280 000 € et le virement de 100 000 € à la maîtresse. La défense n'avait pas le moindre argument. Le verdict a été prononcé, David avait pour obligation de me restituer les 50 000 €. Le virement de 100 000 € à Aline a été déclaré nul. Aline était obligée de restituer cet argent à la masse des biens communs, en cas d'incapacité, son appartement serait vendu aux enchères. La maison de 3 étages, ainsi que le solde du compte caché de David, après tous les paiements, seraient répartis selon un ratio de 70/30 en ma faveur, en tant que partie lésée ayant assumé la majeure partie des dépenses du foyer. À la sortie de l'audience, David a couru vers moi. Tu es contente? Tu as détruit toute ma famille. Je n'ai rien détruit,
ai-je répondu calmement, le regardant dans les yeux sans aucune haine, mais avec une froide indifférence. J'ai simplement récupéré ce qui m'appartenait. Les seuls coupables de cette situation sont toi, et ton insatiable avidité. En passant devant Aline, qui pleurait à chaudes larmes, j'ai eu un rire sarcastique. La prochaine fois que tu voudras un petit nid, achète-le avec ton propre salaire. Ne touche pas aux affaires des autres, ça brûle les doigts. Je suis sortie du palais de justice avec Victor. Le soleil brillait d'un vif éclat. Eh bien, on fête la victoire, madame la millionnaire, a souri Victor. J'ai ri, d'un rire fort et libéré. Bien sûr, c'est moi qui régale. J'ai maintenant assez d'argent pour m'acheter cette Mercedes à 125 000 €, et il m'en restera encore. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons d'air frais. Sur mon compte, il n'y avait plus seulement l'argent qui m'avait été restitué, mais aussi la majeure partie de sa cachette, et 70% de la valeur de la maison. Mais la plus grande richesse que j'avais reconquise, c'était mon honneur, ma fierté, et mon droit absolu de diriger ma propre vie. À 30 ans, après avoir jeté le lest d'un mariage toxique, moi, Catherine, je commençais tout juste à vivre pour de vrai. Et ce nouveau chapitre s'annonçait radieux et puissant.